32 jours avant l'apocalypse. Mini short, visage de bimbo et pleine d'énergie, c'est Mi-kyung qui essaie toujours de parler à notre protagoniste principal, un cuisinier à l'allure japonaise, pauvre, sans parents et sans aucune compétence sociale. Mais elle veut savoir s'il possède la fameuse fenêtre de statut dont tout le monde parle. Ra rit et dit qu'elle est trop folle et naïve. Ces choses-là n'existent pas. Mais c'est un mensonge, car il en a bien une, et elle est parfaite pour lui. La porte dimensionnelle personnelle, un portail qui s'ouvre dans sa chambre, identique à celui d'un jeu où il est un joueur d'élite. Le web annonce un astéroïde. En connectant le portail, il sait qu'il va frapper malgré les faibles probabilités. Ignorez le ciel, l'État manipule tout. Il se prépare vite avec vivres et sacs. À l'intérieur, c'est comme imaginé. Sans réseau, il note alors son premier jour. Le portail fonctionne à 100%, il est donc temps de se préparer sérieusement. L'astéroïde qui arrive apportera de nombreuses maladies, y compris quelque chose qui détruira tous les métaux sur Terre. Les personnes infectées se transformeront en zombies, et en quelques jours, l'humanité sera ramenée à l'âge de pierre. Après 6 mois, les maladies cesseront, et c'est à ce moment-là que les gens devront agir rapidement pour reconstruire et repeupler. Je peux aider aux besoins, mais notre héros a l'avantage de son portail. La maladie ne le traversera probablement pas. Alors il a utilisé tout l'argent qu'il avait économisé pour acheter toutes sortes de fournitures, d'armes, de panneaux solaires et même beaucoup de nourriture. Son magasin est déjà fermé. Et bien sûr, la fille en short bleu dit qu'elle est triste, mais elle sait qu'il a une fenêtre de statut et qu'il a dû l'utiliser pour gagner beaucoup d'argent. Maintenant, je ne sais pas comment cette fille le sait, pour être honnête, et il vaut mieux garder ses distances avec ses cinglés. Mais en voyant son visage dire « à la prochaine », bon, peut-être qu'une nuit ne ferait pas de mal. En la voyant partir, notre japonais moyen savait que s'il le voulait, il pourrait conquérir cette bombe. C'était une décision difficile, mais sauver le monde et sa propre vie l'a emporté. Alors maintenant, à l'intérieur du portail, la première chose qu'il fait, c'est s'entraîner au tir à l'arc, parce que dans ce monde, on ne peut pas obtenir de points de statut supplémentaires en montant de niveau. La seule façon, c'est par l'entraînement et la chasse, du pur Rock Lee. Il bande son arc et décoche la flèche, et comme dans le jeu auparavant, il l'atteint parfaitement. Il se dit « je suis Legolas ou quoi ?» Mais peu importe, car pour l'instant, il ne peut tirer que 5 fois par jour, vu qu'il a des mains douces de mec en couple. Passons maintenant au plan. Il doit vérifier s'il peut vraiment chasser des monstres. Et, bien sûr, créer cette base apocalyptique bien juteuse pour stocker des provisions. Et rien de mieux pour l'instant que quelques pommes solaires. Ensuite, le gars part chercher des traces d'Indiens. Quelqu'un a chié par terre, et il est sûr que c'est un gobelin. Et comme il n'est pas près d'une base, il est certain que ce type est seul. Je ne sais pas comment, mais le gars a commencé à suivre le type à la trace grâce à sa merde. C'était tard dans la nuit quand il a trouvé un gobelin âgé. Faut vraiment avoir de la chance pour dépasser 15 ans en tant que gobelin. Honnêtement. Et pour notre C qui vient juste d'arriver dans ce monde, c'était la cible parfaite au niveau 1. Main douce prépare la flèche et l'envoie comme une balle dans le bras du gobelin. Mais le vieux gars lui a lancé une pierre sur la main. Il a aussitôt sorti sa cimeterre et la forêt s'est transformée en Royaume-Uni 2026. Juste un pur festival de combats au couteau. Mon pote était le citoyen britannique, malheureusement, et il a pris le premier coup de couteau dans la jambe. Mais pas de souci, parce qu'il fonce sur le petit goblito et le plaque au sol. Petit coup de lame, et il s'apprête à en finir. Mais le vieux vert a réussi à l'attraper. Il a essayé de dire des trucs en gobelin, mais trop tard. Première kill et 2 pintes. Mais pourquoi il chevauche le gobelin comme ça? Allez, main douce. Heureusement, le vieux vert a laissé tomber des herbes qui servent à faire une crème de soin. Mais là, mon gars a vu une truite rouge. Ça signifiait qu'un ours-hibou était proche. Et regarde qui vient dire bonjour. Mon pote se croyait défoncé, avant même le début de l'apocalypse. Mais attends, parce qu'il n'a pas peur, il connaît tous les schémas. Puisque l'ours-hibou veut protéger sa nourriture, il suffit de l'éviter. Alors il se met en position et crie à la vilaine créature de venir l'affronter. La griffe du monstre est venue droit sur lui, mais le gars a fait un mode Lévi et a esquivé, sautant sur le bras et l'escaladant. Ensuite, il a utilisé sa lampe torche comme une grenade flash, puisque l'ours hibou a des yeux adaptés à la nuit. Bam, le gars est de retour dans sa chambre au matin. Après être sorti de là, et le meilleur dans tout ça, même s'il est épuisé, il parvient à ramener des pommes solaires de l'autre côté du portail chez lui. Juste après, il retrouve la jolie Mi-kyung. Elle le rejoint et semble savoir quelque chose, car elle est très enthousiaste et cherche des infos sur son statut. Mais notre gars continue simplement de lui mentir, en disant qu'il n'a malheureusement rien. Il ne va pas se mettre en danger pour cette bombe. Révéler sa fenêtre de statut ou toute information sur ses compétences, c'est comme abandonner un atout. La tentation est énorme, littéralement, mais ce n'est pas différent que de supplier d'être dévoré pendant l'apocalypse. Non frérot, se faire dévorer par elle, c'est justement le but. Donc après avoir menti à la belle, il est retourné collecter plus de provisions. Les objets qu'il avait achetés sont enfin arrivés. Après avoir rangé tout ce dont il n'aurait pas besoin sur le moment, il s'équipe complètement pour accomplir l'objectif qui restait, trouver un endroit où construire une planque à l'intérieur du portail. Il se souvient avoir vu un endroit suspect lors de la chasse précédente et décide d'aller enquêter. En regardant à travers la lunette, il remarque des empreintes de kobold et s'enthousiasme rapidement, pensant avoir un plan pour prendre cette planque. Il commence à se préparer pour mettre le feu à l'entrée de la grotte. Mais alors qu'il s'apprêtait à tout enflammer, 2 kobolds apparaissent. Le protagoniste ne perd pas de temps et sort immédiatement la hache, tranchant la tête des 2 en même temps. Grâce à cela, il monte de niveau et gagne 4 points supplémentaires. Maintenant que ces 2-là sont éliminés, le héros allume le feu, et bientôt les kobolds qui dormaient encore se réveillent à cause de la fumée.
Le plan est de les laisser désorientés, afin qu'ils puissent tous les éliminer d'un coup lorsqu'ils sortiront. Et ainsi, le premier est abattu sans même comprendre ce qui s'est passé. Les 3 autres restants voient le protagoniste et essaient de se précipiter sur lui, mais ils sont eux aussi éliminés sans difficulté. Le problème des kobolds étant réglé, Kang jette un œil à la fenêtre de statut, ce qui nous permet de voir toutes les statistiques des garçons. Niveau 1, 14 points, 8 de santé, 10 de force, 7 d'agilité, 8 de dextérité, 5 de perception, et actuellement sous l'effet de l'épuisement. Le protagoniste pense que même s'il ne reçoit pas de points de statut en montant de niveau, il devrait bientôt débloquer de nouvelles fonctionnalités du système s'il continue à progresser. Par-dessus tout, l'objectif qui manquait avait enfin été accompli. Il avait maintenant un endroit sûr pour installer une planque. Bien sûr, il lui fallait d'abord un nettoyage complet. Le lendemain, le protagoniste était complètement épuisé, à cause de tout le temps passé à nettoyer la planque. Il décide alors de tester l'efficacité de la pommade qu'il a pu fabriquer avec les objets trouvés après avoir chassé le gobelin. Après avoir appliqué la pommade, le protagoniste commence à réfléchir à la façon dont il a pris des risques pour augmenter ses statistiques et trouve une idée pour se faciliter la vie, mais celle-ci ne nous est pas encore révélée. Ce que nous voyons ensuite, c'est qu'il se prépare à construire la planque à l'endroit qu'il a nettoyé la veille. Et alors qu'il transportait des cartons vers le portail, Mi-kyung réapparaît et lui dit « Bonjour ». Elle invite le protagoniste à se faire couper les cheveux dans son salon et il accepte. Pendant qu'elle lui coupe les cheveux, elle raconte comment elle a découvert que la fenêtre de statut était liée à la vie de survivants. Tous les éveillés disent qu'ils y ont joué au moins une fois, et Kang, feignant la surprise, demande comment elle a découvert tout cela. C'est alors qu'un gars blond couvert de tatouages fait son apparition, qui semble être l'informateur de Mi-kyung. Ce type s'appelle Oh In-ak, et il s'est déjà battu avec Kang par le passé. In-ak commente qu'il est venu là pour dire quelque chose à Mi-kyung. Il dit qu'il cherche un gars avec son groupe, et le surnom du type qu'il recherche est Kimbap Showa. À ce moment-là, le protagoniste comprend qu'ils sont à sa recherche. In-ak demande à Mi-kyung si elle a déjà décidé si elle allait rejoindre son groupe ou non, tout en continuant de la tenir, jusqu'à ce que Kang dise qu'il ne sait pas de quoi il parle, mais qu'il devrait régler ça plus tard. In-ak se tourne même pour se plaindre, mais le protagoniste libère déjà son aura, lui disant de dégager tout en lui conseillant poliment de ne pas insister, à moins qu'il veuille être humilié comme la dernière fois. Le blondinet tremble sur place et décide de partir. Mi-kyung pousse un soupir de soulagement, et Kang, vif d'esprit, en profite déjà pour prendre son numéro, disant que c'est juste au cas où. In-ak essaye de provoquer des ennuis. De retour chez lui, et après s'être fait couper les cheveux, le protagoniste décide de jeter un œil à ce que les gens disent de lui sur Internet. Comme il s'y attendait, une foule de gens l'insultaient de toutes les manières possibles, et disaient qu'il avait supprimé toutes les vidéos et s'était enfui, tout comme le blondinet. Le protagoniste avait tout supprimé bien avant que le jeu ne commence à devenir réalité parce qu'il était frustré, mais tout le monde pensait qu'il voulait garder toutes les informations pour lui. Après avoir vu 1% de l'amour et de l'affection qui circulaient sur Twitter, le protagoniste s'est senti écœuré par l'humanité et est allé miner dans sa grotte. En utilisant tout ce qu'il avait appris dans Minecraft, il a réparé toute la planque, jusqu'à ce qu'il sorte pour attendre que le ciment sèche et tombe sur un squelette étrange qui s'est mis à briller et a déclenché une énorme explosion. Le protagoniste se réveille en sursaut après l'explosion, pensant qu'il avait à peine réussi à s'échapper. En ouvrant la fenêtre de statut, il voit qu'il a gagné un niveau et des points, donc le système considère que le squelette a été vaincu. Il ouvre le portail et rentre chez lui pour soigner ses blessures et se reposer. Quelque temps plus tard, pensant qu'il devait augmenter sa perception, le protagoniste décide d'essayer d'obtenir quelques objets. Il se souvient qu'avant l'apocalypse, il y avait certains événements qui, avec un peu de chance, pourraient lui rapporter des objets. L'événement était un incident où le corps d'un orc avait été retrouvé sur une montagne. Le protagoniste pense qu'il doit se préparer rapidement pour cet incident. Mais d'abord, il croise de nouveau Mi-kyung, et lors de cette rencontre survient la nouvelle la moins évidente de toutes. Mi-kyung s'est éveillée. Après qu'elle n'a surpris absolument personne, Kang fait semblant de rien, disant qu'il ne s'est pas encore éveillé et qu'il est jaloux. Remerciant Mi-kyung pour sa franchise et toutes les informations qu'elle connaissait, le protagoniste lui dit au revoir. De retour chez lui, il achète un drone pour explorer la forêt et loue une voiture avant d'aller dormir. Le lendemain, il commence à préparer du matériel pour chasser l'orc, met tout dans la voiture de location et se dirige vers la montagne. Une fois arrivé, le protagoniste commence à chercher, mais la pluie et le brouillard sur la montagne rendent la visibilité très difficile. Alors qu'il était sur le point d'abandonner, un rugissement monstrueux retentit derrière lui. Il se retourne et voit un orc rouge, qui garantit l'obtention d'une compétence. Se préparant au combat, le protagoniste allume immédiatement une fusée éclairante et la lance pour attirer l'attention de l'orc. Lorsque l'orc se tourne pour attaquer la fusée, Kang ouvre le portail devant lui, se glisse sous l'orc et dans le portail, puis lance une grenade flash. L'orc n'avait même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait que le héros sort déjà un éplucheur d'orange et commence à lui asséner une série de petits coups façon piqûre de moustique. Le monstre tente de riposter avec un coup que le héros esquive en se baissant, et il en profite aussi pour placer une autre piqûre de moustique directement sur la cheville. L'orc le sent immédiatement et tombe à genoux. Mais le protagoniste ne lui laisse aucune ouverture et sort une bombe pour la fourrer dans la bouche de l'orc.
L'explosion retentit et Kang s'apprête à célébrer quand il reçoit un violent coup de poing en plein torse qui l'envoie rouler au loin. Le monstre en feu commence à marcher vers le héros, qui se met déjà à se lamenter, pensant qu'il va mourir comme ça. Mais comme l'histoire ne peut pas se terminer là, l'orque s'effondre au sol et Kang monte de niveau, gagne 10 points et la compétence instinct de survie. Lorsqu'il se relève pour chercher le butin du monstre, son poignet commence à briller et il reçoit une montre qui augmente la perception de 2 points. Ayant obtenu tout ce qu'il voulait, le protagoniste commence à réfléchir à ce qu'il va faire du corps de l'orque. Dans l'histoire du jeu, le gouvernement a dissimulé les informations concernant l'incident, mais il se demande si ce serait vraiment la bonne chose à faire. S'il laisse simplement le corps là, il pourrait se transformer en squelette et faire exploser quelqu'un. Après avoir réfléchi un moment, le protagoniste décide d'enterrer le corps à l'intérieur du portail, et alors qu'il creuse, sa nouvelle compétence s'active. L'instinct de survie s'active pendant l'effet d'épuisement, augmentant l'instinct de combat, la régénération d'endurance, la régénération de santé et la perception. Mais dès que l'effet se termine, le protagoniste est paralysé pendant un moment. Grâce à sa nouvelle compétence, il a rapidement fini d'enterrer l'orque et est rentré chez lui. Le lendemain, le protagoniste reçoit une partie des armes qu'il avait achetées ainsi que la visite de sa bonne amie, Mi-chung, qui l'invite à manger avec elle. Kang demande ce qu'elle voulait lui dire, et elle répond qu'elle voulait échanger des informations puisque la dernière fois qu'ils s'étaient vus, il avait dit qu'il commencerait à se renseigner sur le mode de vie des survivants. Après avoir mangé, le protagoniste montre à Mi-chung la communauté du jeu pour lui expliquer les bases du jeu sans révéler qu'il s'était éveillé. Après avoir noté les informations les plus importantes, Mi-chung commente qu'elle a refusé l'offre de rejoindre le groupe de hack et qu'elle voulait former un groupe avec le protagoniste. En entendant cela, il devient pensif. Son objectif est d'atteindre le niveau 10 avant le tutoriel pour débloquer la boutique du système. Le problème, c'est que dans Survivor Life, le niveau des monstres augmente avec celui du joueur, donc si quelqu'un l'accompagnait, il se ferait simplement éliminer sans pouvoir rien faire. Lorsqu'il essaie de refuser, disant qu'elle pourrait se transformer en zombie, Mi-chung répond que ce n'est pas un problème, révélant que son pouvoir est la téléportation. Elle conclut en disant que même si elle ne peut pas former une équipe avec le protagoniste, elle espère au moins qu'ils pourront coopérer en tant qu'alliés. Un peu plus tard, on voit Kang de retour dans sa planque, en train de construire une clôture de fil barbelé devant l'entrée. Se rendant compte que les rideaux qu'il avait installés à l'entrée ne suffiraient pas à garder la chaleur, il décide d'aller chez un menuisier pour commander une porte. Sur le chemin du retour, il notait quelques endroits à piller après le début de l'apocalypse, lorsqu'il est tombé sur un vieil ami. Ce gars s'appelle Oh Hyung-jun, et il possède une salle de sport. Ils discutent et Hyung-jun dit qu'il est inquiet parce qu'il pense que le monde va finir. L'un des gars de la salle de sport lui a parlé de la fenêtre de statue. Au début, il ne le croyait pas, mais le gars s'est mis à léviter devant lui pour lui prouver que c'était réel. Le protagoniste dit qu'il ne s'est toujours pas éveillé, et Hyung-jun répond que lui non plus. Il ajoute que le gars de la salle de sport a dit qu'il allait dans une station de télévision pour devenir célèbre avec ses nouveaux pouvoirs. À ce moment-là, le protagoniste comprend que bientôt, l'existence des éveillés deviendra une information publique. En plus de ça, l'ami du protagoniste dit qu'il y a eu une fusillade à Yeouido. Non seulement ça, mais toutes les informations à ce sujet sont supprimées, et la zone où cela s'est produit est bouclée par l'armée. Quand Hyung-jun finit de lui raconter ça, le protagoniste s'enfuit en disant qu'il vient de se rappeler qu'il avait quelque chose à faire et qu'il lui rendra visite plus tard. De retour chez lui, le protagoniste commence à organiser ses informations. Les informations contrôlées, un jour après l'incident avec l'orque, sont bien trop suspectes pour être ignorées. Tout est trop proche de l'histoire du jeu, surtout après que le protagoniste a essayé de changer ce scénario. Il en vient à la conclusion qu'il pourrait y avoir quelqu'un derrière le gouvernement qui possède aussi des informations précises sur le jeu. En analysant les principaux suspects, le protagoniste ne peut penser qu'au créateur de Survivor Life ou à l'un de ses 3 amis vétérans avec qui il jouait autrefois. Réalisant qu'il n'y avait aucun moyen de découvrir qui pourrait réellement collaborer avec le gouvernement, il décide de mettre cette question de côté pour l'instant. 2 jours plus tard, la planque du protagoniste ressemble déjà à un véritable bunker. Tout est organisé. Avec tout prêt pour le moment, il commence à utiliser le drone qu'il a acheté pour explorer les environs. Non loin de la planque d'où le protagoniste s'était enfui devant l'ours hibou, le trou où il avait enterré le gobelin avait été déterré et plusieurs empreintes suspectes entouraient de l'endroit. Cela signifiait que sa planque n'était peut-être pas aussi sûre qu'il le pensait. Renvoyant le drone, il décide de se préparer et d'aller explorer quelques endroits en personne pour obtenir plus de détails. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, il reçut une notification provenant de l'un des capteurs de mouvement installés sur la clôture autour de la planque. Allant vérifier, il découvre des traces d'un groupe de gobelins et décide de les suivre. Quand le protagoniste les trouve, ils se disputèrent de la nourriture, alors il en profite pour asséner un coup direct à la tête du chef. Les gobelins comprennent à peine ce qui s'est passé et un autre reçoit déjà un coup sur le front. Ceux qui restent chargent le protagoniste, qui sort la hache et en abat 2 de plus. 2 autres essaient de lui tirer des fléchettes, mais le casque et le gilet le protègent. Voyant que cela n'a pas fonctionné, ils commencent à encercler Kang, qui lance une grenade flash au sol dès qu'il se rue sur lui. Profitant du fait que les 4 sont étourdis, le protagoniste les abat tous d'un coup, gagnant 16 points et atteignant le niveau 4.
L'instinct de survie s'active à nouveau pour creuser un autre trou, et les gobelins sont ensevelis. Jetant un œil au butin, il ramasse quelques objets de soins supplémentaires, et dans le butin du chef, il trouve une grenouille qui produit le poison paralysant utilisé par les gobelins. Avec une source de poison paralysant, le protagoniste peut non seulement commencer à l'utiliser sur ses armes, mais aussi entraîner sa résistance à ce poison. Il nomme la grenouille Jajo, et ainsi, le système enregistre la grenouille comme l'animal de compagnie du protagoniste. En explorant un peu plus, le protagoniste découvre une source d'eau près du bunker qu'il n'avait pas vue avec le drone. Près de la source d'eau, il trouve également des plantes qui poussent et qui peuvent servir à fabriquer la pommade de soins. Le lendemain, on voit le protagoniste nourrir Jajo. Il a décidé de l'élever à la maison car le climat y était plus adapté. Après avoir stocké quelques fioles du venin paralysant, on voit que le protagoniste a un peu exagéré avec la quantité de pommade qu'il a fabriquée, alors il décide d'en apporter à Youngjun. Pendant qu'ils discutent, Kang demande pourquoi la salle de sport est si vide. Youngjun explique que le gars de la station de diffusion a partagé certaines informations avec les autres membres de la salle avant de partir. Après cela, tout le monde a décidé d'utiliser la salle de sport comme base et a commencé à s'y préparer. Le protagoniste l'interroge à ce sujet car les guides du jeu précisaient clairement que les groupes de plus de 6 personnes attiraient les monstres. Youngjun répond qu'il le sait, mais qu'il ne peut pas abandonner les membres de sa salle, et demande ce que le protagoniste compte faire. Kang dit qu'il y réfléchit encore. Alors Youngjun lui dit que, puisqu'il n'est pas non plus un éveillé, s'il n'a nulle part où aller, il peut aussi se joindre à eux. Il est loin de se douter de la vérité. À ce moment-là, ils entendent un cri surgir de nulle part. Kang court voir ce qui s'est passé, et lorsqu'il regarde par la fenêtre, Mi-chung est allongée par terre. Elle commence à reprendre ses esprits, confuse, tandis que les deux autres s'inquiètent. Le protagoniste lui demande si elle se souvient de ce qui s'est passé, et elle répond qu'elle se rappelle seulement que quelqu'un l'a attaquée sans prévenir. Youngjun, agacé, part fouiller les environs pour voir s'il peut trouver le coupable. Kang s'inquiète et demande à Mi-chung si elle a réussi à voir qui c'était, mais elle répond qu'elle n'a rien vu et que c'était comme si quelqu'un lui avait couvert les yeux. Il lui dit alors que si quelque chose comme ça se reproduit, Mi-chung doit immédiatement se téléporter, et qu'il lui donnera plus tard du matériel de défense personnelle. On explique que partout il y a des trolls infiltrés, mais que dans Survivor Life, c'était pire puisque la modération du jeu n'intervenait jamais. Cette attitude consistant à ignorer les signalements de trolls, combinée au fait que le jeu était déjà impopulaire à cause de sa difficulté absurde, est ce qui a scellé l'échec du jeu en seulement 1 an. Quoi qu'il en soit, la principale raison pour laquelle il ne restait plus que 4 joueurs actifs dans le jeu, c'est qu'ils avaient traqué tous les trolls restants. La raison de cette explication maintenant, c'est que les trolls semblent avoir commencé à agir dans la vie réelle. Pour se préparer à cela, nous avons une ellipse de 13 jours pendant laquelle le protagoniste a entraîné ses compétences de combat. Comme dernière préparation au combat, le protagoniste devait choisir une arme principale, mais il n'était toujours pas sûr de laquelle prendre. Une arme contondante serait idéale puisque la manière la plus efficace de les neutraliser est d'écraser la spore sur leur tête. C'est pourquoi il a l'intention d'en acheter une dès qu'il débloquera la boutique du système. Mais il se demande si cela fonctionnerait aussi bien lors d'un combat contre des humains, surtout ceux qui possèdent des pouvoirs physiques. Alors qu'il réfléchit à ce qu'il doit faire, le protagoniste entend un cri et apparemment quelque chose a été blessé près du bunker. Lorsqu'il arrive sur place pour vérifier, il trouve un énorme loup allongé là. Il se demande s'il s'agit d'un loup solitaire qui s'est égaré ou s'il a perdu un combat à cet endroit. Quand il s'approche pour examiner les blessures afin d'en savoir plus, un louveteau lui donne un coup de tête dans le dos, le faisant tomber au sol. En voyant cela, le protagoniste comprend que le loup tombé devait être la mère de ce louveteau. Il réfléchit à ce qu'il doit faire tout en commençant à creuser un trou. Si le corps de la louve reste là, étant un monstre, il finira par se transformer en squelette, et même si ce n'est pas le cas, il finira par attirer un autre monstre. Kang se souvient du chiot qu'il avait quand il était plus jeune et se rappelle ce qu'il a ressenti lorsqu'il a perdu ses parents. Il décide donc de prendre le louveteau avec lui. Il explique au louveteau qu'il pourra aller voir sa mère quand il le voudra et qu'il s'occupera de lui jusqu'à ce qu'il grandisse. Mais en échange, il aimerait que le louveteau l'aide. Tout en lui offrant un morceau de viande, il demande au louveteau s'il veut venir avec lui, ce que ce dernier accepte aussitôt. Il nomme alors le louveteau Dingo et le système l'enregistre comme l'animal de compagnie du protagoniste. Peu après, on voit le protagoniste entraîner Dingo, et on constate qu'il est vraiment très intelligent, obéissant parfaitement à tous les ordres du héros. En réalisant la chance qu'il a eue de le trouver, Kang devient vraiment enthousiaste jusqu'à ce que son téléphone sonne. Lorsqu'il regarde, il voit que c'est Youngjun qui lui dit de chercher lévitation sur Internet. Après avoir fait ce que son ami lui a dit, le protagoniste trouve plusieurs articles parlant d'un homme flottant, se présentant comme le premier surhumain du monde. L'article précise aussi qu'il a parlé de l'apocalypse qui arriverait bientôt, avec des zombies et des monstres. Dans les commentaires, on voit plusieurs personnes qui n'y croient pas du tout, et dans la communauté des éveillés, beaucoup l'insultent pour avoir tout révélé à tout le monde.
Après avoir vu tout cela, le protagoniste décide qu'il doit profiter encore mieux du temps qu'il lui reste, alors il appelle Dingo pour aller explorer immédiatement. La principale raison pour laquelle il a décidé d'explorer avec Dingo était de se préparer pour le prochain événement, l'incident des hobgoblins. Pour cela, il devait s'assurer que Dingo serait capable de suivre correctement la piste des gobelins. En plus de cela, il devait aussi savoir comment le chiot se comporterait au combat. En marchant, Dingo commence à se plaindre après avoir mangé une plante. Le protagoniste va vérifier et se rend compte qu'il s'agissait de poivre noir, disant qu'il récompenserait sûrement le chiot plus tard pour cette belle trouvaille. Après avoir attrapé quelques poissons, il décide de rentrer à la maison. Le lendemain, on voit le restaurant du protagoniste complètement vidé. Pendant une apocalypse, il était naturel que les survivants essaient de piller les commerces qu'ils voient, donc c'était nécessaire. Alors que le protagoniste observe les lieux, Hyung-jun arrive et commente qu'il semble que tout le monde ait eu la même idée, ajoutant qu'il avait aussi vidé la salle de sport la veille. Kang demande alors ce que Hyung-jun fait là, et ce dernier lui répond en lui donnant une pichenette sur le front. Il dit que le protagoniste ne lui a plus parlé, alors il a décidé de venir vérifier si Kang était toujours en vie. En voyant la pichenette, Dingo commence à grogner contre Hyung-jun, qui demande alors depuis quand le protagoniste a un husky aussi adorable. Kang répond alors que c'est son nouvel animal de compagnie et demande à nouveau pourquoi Hyung-jun s'est donné la peine de venir jusqu'ici. Hyung-jun dit qu'il était vraiment inquiet pour son ami, surtout parce qu'il a découvert qui avait attaqué Mi-chong. Il révèle que les responsables sont Kim Chul-jun ainsi que son groupe, dont fait aussi partie Oh In-ak. Selon Hyung-jun, ce groupe a une planque au pied d'une montagne, pas très loin d'ici. Le protagoniste demande comment son ami a découvert tout cela, et il répond qu'il a demandé à Han Jin-sung, le gars qui est apparu en lévitation dans l'émission télévisée. Jin-sung a dit qu'il avait même rencontré le groupe de Kim Chul, mais que tous les membres de ce groupe étaient des types louches, ce qui l'a poussé à refuser immédiatement leur proposition de les rejoindre. En reliant ces événements au fait que les femmes de la salle de sport commençaient à partir, disant qu'elles avaient été appelées par un groupe d'éveillés, Hyung-jun était certain qu'ils étaient derrière l'attaque. Profitant du sujet, il commente aussi que le groupe qu'il avait formé avec les membres de la salle de sport est tombé à seulement 4 personnes. Kang est surpris, car il y a quelques jours à peine, il y avait environ 20 membres. Puis Hyung-jun explique que son groupe ne compte que 2 éveillés, donc il est naturel que les gens cherchent de meilleures opportunités. Il ne leur en veut pas. Ils veillent sur eux-mêmes, tout comme lui veille sur sa fille. Leur conversation est interrompue par un cri à l'aide provenant du téléphone du MC. Il vérifie la localisation et, l'air sombre, demande à Hyung de surveiller Dingo un moment. Ailleurs, on voit In-ak dire à Mi-kyung de descendre de là où elle était. Elle crie, disant qu'elle a refusé de le rejoindre, mais il continue de la poursuivre. Il dit qu'elle devrait reconsidérer, mais les 2 autres disent qu'ils feront à leur manière. Kim Chul-jun lui dit de descendre tant qu'il est encore gentil, et Ma Jung-in ajoute que personne ne l'entendra dans cet endroit. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le protagoniste était déjà caché là. Il se prépare et lance une pierre qui atterrit en plein sur l'épaule de Kim Chul, le forçant à lâcher la matraque qu'il tenait. Les 2 autres essayent de voir qui a fait ça, mais le MC est déjà là et assène un coup solide à la mâchoire d'In-ak. Déjà en train de s'en prendre au dernier, il esquive l'attaque et le fait embrasser un mur. Quand Kang se tourne pour demander à Mi-kyung si elle va bien, elle crie pour le prévenir du coup qui arrive par derrière. L'attaque ne fait que l'effleurer, mais elle endommage tout de même le casque du MC. Pour aggraver les choses, les 2 autres commencent à se relever et In-ak commence à déchaîner son pouvoir électrique. Le MC a l'air un peu mal à l'aise, mais alors qu'In-ak s'apprête à lancer son pouvoir dans sa direction, Dingo apparaît et lui mord le bras. À ce moment-là, Hyung-jun arrive aussi, au téléphone avec la police, et les 3 décident de battre en retraite. Alors que Hang s'apprête à demander si le MC va bien, Mi-kyung se téléporte, tout inquiète pour lui. Voyant ses 2 amis inquiets, il commence à se rappeler de ses amis dans Survivor Life. Se ressaisissant, il demande à Hang-jun d'accepter Mi-kyung dans son équipe et dit qu'il a quelque chose à faire, leur faisant ses adieux. Sur le chemin du retour, Kang recommence à améliorer le bunker. Pendant qu'il construit, il pense à ses amis. Autant il aimerait leur faire assez confiance pour leur parler de son pouvoir, autant ce n'est pas possible. Son pouvoir a été conçu pour être utilisé seul. Il doit monter de niveau et acquérir des compétences. Cela est devenu évident lors du combat contre le gang de la montagne. Avec le système de chauffage installé, il ne reste plus grand-chose pour que le bunker soit terminé. Quelque temps plus tard, on voit un reportage sur l'astéroïde qui va déclencher l'apocalypse. On explique que, grâce à l'orbite de Jupiter, l'astéroïde a été divisé en 2 parties. Le protagoniste se souvient que dans le jeu, un morceau plus petit de l'astéroïde est tombé en mer en premier, ce qui a entraîné l'arrivée de zombies au port de Gamcheon. En jetant un œil à la réaction de la communauté des éveillés, il trouve un poste d'une personne familière. My Dream était le pseudo de quelqu'un connu pour sa gentillesse envers les nouveaux venus et qui avait aussi joué plusieurs fois avec le groupe de vétérans. Ce joueur recherche les 4 vétérans, affirmant qu'ils ont construit un bunker avec 3 ans de provisions pour 5 personnes. Pour l'instant, le protagoniste décide simplement de sauvegarder ce poste. Il n'a pas l'intention d'être le premier à prendre contact, mais il veut rester vigilant au cas où l'un des 3 autres vétérans le ferait. De retour au bunker, on peut voir que les dernières améliorations ont été finalisées.
Se sentant extrêmement satisfait du résultat de son dur labeur, le protagoniste décide enfin de se reposer, mais il est interrompu par les aboiements de Dingo. Se précipitant pour voir ce qui s'est passé, nous découvrons la raison de l'hostilité de Dingo, un groupe de loups au croc acérés devant le bunker. En observant la réaction de Dingo, le protagoniste déduit que ces monstres sont responsables de la mort de la mère de son compagnon. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il n'a aucune chance de gagner un combat contre ces monstres, et s'il essaie de courir pour aller chercher une arme appropriée, il sera attaqué immédiatement. La seule façon de s'échapper de cette situation est de faire reculer les ennemis. Cela peut être possible car ces monstres sont prudents et suivent toujours l'alpha, qui est celui qui décide s'il est sûr d'attaquer. Si Kang parvient à l'effrayer, ils le suivront tous. Comme tout type de loup, ce monstre est aussi sensible aux odeurs fortes, et heureusement, le protagoniste possède un spray au poivre. Même si le spray ne le tuera pas, au moins il l'éloignera du bunker. Le problème, c'est que si le monstre décide d'avancer, le protagoniste n'a aucun moyen de s'échapper. C'est alors que Kang a une idée. Il lance le couteau vers l'alpha, qui s'énerve et bondit vers le protagoniste. Quand le monstre est presque arrivé, il se cogne la tête la première contre le portail que le protagoniste ouvre. Après avoir refermé le portail une fois le plan réussi, il utilise le spray au poivre, ce qui étourdit l'alpha. Comme ce protagoniste ne pardonne pas à un ennemi étourdi, il se précipite aussitôt avec l'éplucheur d'orange et donne une petite tape à l'œil de l'alpha. Après ce coup, l'alpha décide de s'enfuir, et tous les autres loups au croc acéré le suivent. Dingo commence à se frotter contre le protagoniste, qui s'effondre, soulagé d'avoir survécu. En le caressant, il promet qu'il vengera la mère de son compagnon. Quelque temps plus tard, on voit Kang rentrer chez lui, perdu dans ses pensées, jusqu'à ce que Hyung-jun le voie et le salue. Cette fois, Hyung-jun est accompagné d'une amie de l'académie et commande qu'elle voulait acheter des armes, ne croyant pas à la catastrophe de l'effondrement du fer. Elle passe un moment à fixer le protagoniste jusqu'à ce qu'elle se souvienne enfin où elle l'a vu auparavant, au restaurant qu'il possédait. Se rendant compte qu'elle ne s'était toujours pas présentée, elle le fait. Elle s'appelle Cho Soo-young, elle est ses médecins. Apprendre qu'elle est ce médecin encourage le protagoniste à lui expliquer les bases du début de la vie de survie, tout comme il l'avait fait avec ses amis auparavant. Après toute l'explication, elle croit Kang. Elle ressent la certitude avec laquelle il explique tout et lui demande s'il était un éveillé. Rapidement, le protagoniste le nie, mais il est surpris par sa perspicacité. On la voit alors lui demander de devenir son ami, puis on passe directement au lendemain sans réponse. Le protagoniste prépare une lance improvisée à l'intérieur de son bunker. Appelant Dingo, il dit que ce jour-là, ils allaient se venger de ces loups au croc acérés. Lorsqu'ils trouvent enfin les monstres, le protagoniste se rend compte qu'il n'en reste plus que 4. En utilisant la lunette, il découvre ce qui s'est passé. L'ours hibou les a trouvés en premier. Sans l'alpha pour les coordonner et avec leur nombre drastiquement réduit, éliminer ces monstres devient une tâche facile. L'un d'eux remarque le protagoniste et fonce sur lui, mais il est arrêté par un filet. Alors que la créature était immobilisée et effrayée, le protagoniste lui dit de ne pas s'inquiéter car la fin sera rapide. Les 3 autres loups remarquent le protagoniste. Ils courent se cacher et ils se lancent tous à sa poursuite. Celui qui est arrivé d'en haut a été étourdi par le spray au poivre. Un autre, qui est arrivé sur le côté, se fait immédiatement transpercer par la lance, et le dernier, venant de l'autre côté, se fait encorner par Dingo. La vengeance est accomplie avec succès, et en prime, Kang atteint le niveau 5, gagnant 9 points supplémentaires. De plus, un nouveau trait a été ajouté au pouvoir du protagoniste. Désormais, le portail est invisible pour les autres et lui permet de voir et d'entendre ce qui se trouve de l'autre côté. Excité par les nouvelles améliorations, il se demande à quel point il pourrait devenir puissant en montant encore de niveau. 2 jours plus tard, le protagoniste utilisa le drone pour observer les environs de façon plus détaillée. Le seul danger qu'il trouva fut un camp de gobelins à environ 3 km. À en juger par sa taille, ce camp abritait probablement des hobgoblins, donc il serait difficile de les éliminer pour l'instant. Avec la sécurité de la zone assurée, le protagoniste décide de cartographier les environs du bunker et de creuser une tranchée pour augmenter l'efficacité de la clôture en fil barbelé. Il acheta également encore plus de matériaux et d'outils, surveilla la planque du gang de la montagne et loua une moto ainsi qu'une mini-pelle. De plus, Joe Yeodak continuait à produire constamment du poison paralysant, à la fois pour s'entraîner à la résistance et pour les armes. Mais dans le présent, le protagoniste regarde un post sur la communauté des éveillés disant que Survivor One a rejoint My Dream. Avec cela, son principal soupçon sur l'identité de la personne derrière le gouvernement s'effondre. Survivor One a toujours été un collectionneur d'objets, donc il serait logique d'exiger des tonnes d'objets du gouvernement en échange d'informations. Kang pense qu'il y a encore une possibilité que ce soit du bluff, mais il ne sait pas si My Dream aurait une raison de faire quelque chose comme ça. Y réfléchir ne l'avancera à rien, et si Survivor One a vraiment rejoint My Dream, il faut changer de plan. Le protagoniste se déguise et se rend dans un cybercafé pour créer un nouveau compte afin de contacter My Dream. Ils décident de se rencontrer dans un salon de discussion en réalité virtuelle pour confirmer leurs identités. My Dream demande si le protagoniste qui utilisait cet avatar ridicule faisait partie des vétérans. Tout mystérieux, il répond « peut-être bien, peut-être pas ». Alors My Dream décide de poser quelques questions pour vérifier. Première question.
Quelle est la hauteur maximale à laquelle un loup-garou peut sauter? Réponse, 3 mètres. Deuxième question, quelle est la faiblesse d'un ours hibou? Réponse, les lumières vives. Troisième question, quelles sont les formes et les étapes de l'évolution d'un zombie? Réponse, les zombies ne sont pas capables de provoquer une infection. Ils se contentent d'absorber des nutriments jusqu'à se transformer en goule. Mais avant cela, certains deviennent des zombies améliorés. Enfin, My Dream demande combien d'événements il y a avant l'apocalypse. Kang refuse de répondre à cette question, mais c'était déjà une preuve suffisante qu'il faisait partie des 4 vétérans. Il demande à parler avec Survivor One, mais My Dream refuse, disant qu'il ne pouvait pas lui parler à ce moment-là. Après qu'il commence à dire tout un tas de choses incohérentes et qu'il dit au revoir sans raison, le protagoniste comprend que c'était un piège. My Dream gagnait juste du temps depuis le début pour tracer l'adresse IP du MC. À ce moment-là, des hommes en costume entrent dans le cybercafé, bloquant la sortie. La réceptionniste reste là, l'air un peu perdu, mais leur patron la saisit déjà par le bras et utilise un pouvoir mental, lui ordonnant de rester silencieuse. En remarquant cela, le MC se dirige vers les toilettes et ouvre son portail pour s'échapper. Après avoir fouillé tout l'endroit sans trouver le protagoniste, le patron pense qu'il possède des pouvoirs de déplacement et ordonne aux sbires de fouiller toute la région alentour. Témoin de toute la scène, Kang prend une décision. Il s'équipe et décide de régler ce problème. Alors que My Dream réfléchit à quel vétéran pourrait être le protagoniste, il est pris par surprise par derrière, recevant déjà une entaille de la lance enduite de poison paralysant. L'immobilisant, le protagoniste dit que l'apocalypse n'a pas encore commencé, donc le système de PK ne fonctionne probablement pas encore. En d'autres termes, il ne devrait pas y avoir de pénalité s'il l'élimine sur le champ. Prenant conscience de la situation dans laquelle il se trouve, My Dream cesse de résister, et le protagoniste prend toutes les affaires qu'il avait sur lui, lui disant de considérer cela comme le prix à payer pour avoir essayé de le tromper et de le contrôler. Kang précise que s'il y a une prochaine fois, il l'éliminera, puis il l'assomme. Après le départ du groupe de My Dream, le protagoniste rentre également chez lui et commence à analyser les objets qu'il a pris. Grâce à sa carte d'identité, on apprend son nom, Kwon Jung-jun, propriétaire d'un club de golf et de 3 bunkers. En consultant certaines informations sur son téléphone, il découvre l'une des hypothèses de My Dream, selon laquelle le temps de jeu influencerait la qualité du pouvoir qu'obtient une personne éveillée. Pour l'instant, il n'y avait aucun moyen de prouver cette théorie, alors le protagoniste se concentre simplement sur l'entraînement avec son nouveau jouet lorsqu'il commence à recevoir plusieurs notifications. En consultant la communauté des éveillés, il est certain que le deuxième événement avant l'apocalypse a commencé. Arrivant sur place avec Dingo, il commence à chercher les gobelins. En découvrant des corps, le protagoniste se rend compte que les policiers sont encore en vie, mais qu'ils sont paralysés et se sont fait voler leurs armes. Il appelle les services d'urgence pour eux et donne des instructions sur ce qu'il faut faire avec les corps des gobelins, puis il continue immédiatement à chercher le reste du groupe. Si les armes des policiers ont été volées, alors il y a une chance qu'il y ait un gobelin doré dans le groupe, et il ne peut pas laisser quelqu'un d'autre l'obtenir. Ailleurs, on voit 2 figurants combattre un groupe de gobelins. L'un d'eux est un non-éveillé qui fait office de tank, tandis que l'autre est un éveillé doté de pouvoirs de télékinésie qui lance des pierres sur les gobelins. Ils échangent quelques attaques jusqu'à ce qu'un des gobelins parvienne à toucher l'éveillé. Lorsque les gobelins se ruent sur eux, des flèches commencent à abattre tous les gobelins, sauvant ainsi les figurants. En voyant notre Legolas, il pense que grâce à ces figurants, il peut confirmer que les autres éveillés n'ont pas réussi à arriver à la montagne à temps. Avec cette information, il peut commencer à mettre son plan à exécution. D'abord, il attire l'attention d'un gobelin pour l'amener vers le portail, puis il l'achève lentement afin que ses cris attirent l'attention du chef. En voyant son subordonné éliminé sans que personne ne soit visible, il fera chercher les autres gobelins dans la zone pour trouver le responsable. C'est à ce moment-là que d'autres gobelins s'approcheront également du portail, permettant ainsi aux protagonistes de tous les éliminer en une seule fois. Tout se passait bien jusqu'à ce que le hobgoblin tombe sur le protagoniste. N'ayant pas d'autre choix, Kang décide de tout miser et bloque un coup puissant qui l'envoie valser en arrière contre un arbre. Au moment où le protagoniste allait être achevé, son instinct de survie s'active et il fonce vers le gobelin doré, lui assénant un coup à la tête. Après avoir rangé le butin du gobelin doré dans le portail, le protagoniste tire 2 plombs dans le bras du hobgoblin alors que celui-ci fonçait sur lui. Une fois le monstre à terre, le protagoniste commence à lui infliger plusieurs coups de couteau, remportant ainsi le combat, atteignant le niveau 6, gagnant 18 points et obtenant la compétence de perception territoriale. Cette compétence permet à l'utilisateur de percevoir et de réagir à tout ce qui se trouve dans son champ de vision. Finalement, le protagoniste a également reçu une paire de gants qui augmentèrent sa dextérité de 2 points, mais il a rapidement dû entrer dans son portail pour échapper à une équipe de recherche qui s'approchait. Le lendemain, on le voit se réveiller et regretter d'avoir activé son instinct de survie. En vérifiant le butin du gobelin doré, il trouve un couteau en mithril immunisé contre la catastrophe de l'effondrement du fer, une grappe de raisin de vision nocturne, ainsi que quelques autres objets utiles. Dès que le protagoniste termine de vérifier ces nouveaux objets et quitte le portail, il est bombardé de messages de ses amis inquiets pour lui. Se demandant s'il a déjà été aussi populaire à un moment de sa vie, il décide d'aller à l'académie de Hyungjun. À aucun moment de sa vie, il n'a jamais été aussi populaire. Il décide d'aller à l'académie de Hyungjun.
En arrivant là-bas, il est accueilli par Mi-chung et Hyung-jun, qui lui présentent deux membres du groupe qu'il ne connaissait pas encore, Lee Kyung-hoon et Kim Bo-ra. Ils étaient inquiets pour le protagoniste à cause des nouvelles de ce matin. Un médecin qui a disséqué l'un des gobelins de la veille a averti tout le monde de se préparer à l'apocalypse. De plus, le président a déclaré qu'il enquêterait sur la localisation du créateur de Survivor Life et commencerait à écouter les opinions des éveillés. Sachant tout cela, Hyun-jun demande à Kang ce qu'il compte faire, car il pensait profiter des informations que le MC possède. Avant que le protagoniste ne puisse dire quoi que ce soit, Hyun-jun l'interrompt en disant qu'il ne devrait pas faire cela. Il dit que les gobelins ne donnent que des points et que si un éveillé en attrapait un, il gagnerait 1 ou 2 niveaux d'un coup. Donc il vaudrait mieux simplement continuer à faire des réserves de provisions comme ils le font déjà. Voyant toutes les absurdités que ce type raconte, le MC essaye d'intervenir, mais est de nouveau interrompu par Hyun-jun qui lui demande s'il a déjà joué à Survivor Life. Toujours en cachant qu'il est éveillé, Kang répond qu'il ne l'a pas fait, mais qu'il avait beaucoup d'informations provenant de la communauté. Hyun-jun se moque de lui, disant qu'il n'est pas bon d'être dépendant de la communauté. Réalisant qu'il n'y avait rien à faire, le protagoniste décide de partir. Il déteste donner des informations à ce genre de troll. Ses amis essayent de le convaincre de rester, mais il dit qu'il a quelque chose à faire et qu'il les reverra plus tard. Quelque temps plus tard, il rencontre Cho Soo-yeon. Elle voulait le voir pour lui remettre des médicaments et des antibiotiques, ainsi que pour lui laisser son adresse. Les deux se disent au revoir et le protagoniste part faire plus de courses. Profitant de l'agrandissement qu'il avait fait à sa zone protégée, il construisit un entrepôt à l'extérieur du bunker tandis que le monde commençait à devenir de plus en plus chaotique. De plus en plus de disputes étaient diffusées à la télévision. L'ONU a commencé à tenir des réunions d'urgence et la NASA s'est rendu compte que la trajectoire calculée de l'astéroïde était erronée. Désormais, le monde savait qu'il ne s'agissait plus que d'une question de temps avant que ces deux fragments d'astéroïdes ne frappent la Terre. 4 jours au total se sont écoulés, et maintenant, le protagoniste se trouve au port de Gamcheon, l'endroit où aura lieu le prochain événement avant l'apocalypse. Après avoir vérifié qu'il n'y avait personne à proximité, le protagoniste commence à se préparer pour l'événement à l'intérieur d'un bâtiment abandonné. Il est encore possible qu'il se transforme en zombie là-bas, mais il est impossible d'échapper au sport, et il ne reste plus que 5 jours avant l'apocalypse. Donc cela ne fait aucune différence qu'il se transforme ce jour-là ou plus tard. Lorsqu'il reçoit l'alerte sur son téléphone, il comprend que l'événement a commencé. Un tsunami balaie toute la côte, provoqué par l'impact de l'astéroïde. Sautant du bâtiment abandonné avec son bateau, le protagoniste se dirige vers le navire aussi vite qu'il le peut. Arrivé à destination, il ne ressent rien d'anormal en lui, alors il pense qu'il est vraiment immunisé contre les spores. Alors que le protagoniste fonce sur les zombies, il est expliqué que dans Survivor Life, les zombies sont différents des zombies conventionnels. Au lieu d'infecter ceux qu'ils attaquent, ils considèrent tout comme une proie et ont la capacité de devenir plus forts à mesure qu'ils mangent. Le protagoniste élimine facilement les 2 zombies qui l'ont accueilli, mais il ne baisse pas sa garde. Il ne veut pas refaire la même erreur qu'en combattant l'orque, alors il avance prudemment, éliminant chaque zombie sur son chemin. Lorsqu'il entend un coup de feu, il décide de courir dans cette direction pour aider un éventuel survivant, mais il arrive trop tard. Après avoir quitté la zone avec ce qu'il voulait, une autre personne passe devant le protagoniste, se dirigeant vers le vaisseau. Le lendemain, en voyant les dernières nouvelles, Kang décide de contacter le gouvernement pour leur donner la date exacte du début de l'apocalypse. Après avoir partagé quelques informations, la réponse du gouvernement a été immédiate. L'armée a pris le contrôle de tout, et un couvre-feu a été instauré. Le protagoniste pense que la réaction a été parfaite. S'il avait su que la réaction serait ainsi, il aurait partagé ces informations plus tôt, mais maintenant il ne sert à rien de ressasser le passé. L'apocalypse est inévitable, et il s'est déjà fait une raison. Ce n'est pas un héros, juste une personne ordinaire qui veut survivre. À l'intérieur du portail, on peut voir à quel point la base de Kang a évolué. Grâce au confinement, il a consacré tout son temps à l'autre monde, organisant ses affaires, creusant son fossé et patrouillant avec Dingo. Un jour avant l'apocalypse, un problème est survenu. Un groupe de scarabées est entré par la chatière de Dingo et a pris 2 gelées de patates douces, laissant un raisin flétri en guise de paiement. Le protagoniste aimerait les poursuivre immédiatement, mais il ne le pouvait pas, alors il s'est contenté de verrouiller la chatière, au grand désarroi de Dingo. En sortant du portail, il part à la rencontre du groupe de Hyung-jun. Même avec le confinement, tout le monde s'est réuni à la demande du MC. À ce moment-là, on nous présente le dernier membre du groupe, qui n'était pas encore apparu, Yoo Hyun. Il est un éveillé, mais il n'a pas assez joué pour avoir des informations pertinentes. En plus, il est ingénieur électricien. Une fois les présentations terminées, il commence un échange d'informations. La plupart de ces informations étaient déjà connues du protagoniste, mais il était important que les autres les connaissent aussi. Son objectif était d'utiliser les informations partagées pour annoncer le jour de l'apocalypse sans révéler qu'il était un vétéran du jeu. Kang remet à chacun un guide détaillé du tutoriel du jeu et explique qu'il a obtenu ces informations en regardant les vidéos de Kim Bap-jo. Il s'excuse de l'avoir caché jusque-là et demande à tous ceux présents de suivre les instructions à la lettre afin de survivre.
Le matin du lendemain, on voit le protagoniste s'entraîner à résister à la paralysie, s'équiper, manger avec Dingo et attendre la diffusion que nous avons vue au début de l'histoire. Comme prévu, les derniers instants avant le début de l'apocalypse ressemblaient à l'enfer sur Terre. Les gens se battaient, devenaient fous et s'entretuaient sans aucun remords. Alors que Kim Cheol menace le protagoniste, qui observait depuis le toit, les tracts du gouvernement commencent à être largués par des avions. Profitant du temps avant la catastrophe de l'effondrement du rail, le héros prend sa moto et part piller quelques endroits stratégiques près de chez lui. Faisant rugir la moto pour slalomer entre les zombies dans la rue, le premier arrêt est une pharmacie. Un coup de masse sur la porte et le portail s'ouvre. Dingo ne voit que des provisions être jetées à l'intérieur. En se rendant dans un magasin de matériaux de construction, il constate que l'endroit est fermé et sécurisé. Le protagoniste était préparé à cela avec un chalumeau, mais le bruit a attiré les zombies vers lui. Normalement, cela aurait été un gros problème, mais l'expérience sur le navire russe a fait comprendre au protagoniste que les zombies fraîchement transformés sont faciles à gérer. Ils deviennent plus forts à mesure qu'ils absorbent des nutriments, mais ceux-ci n'en avaient pas encore eu l'occasion, donc même quelqu'un d'inexpérimenté aurait facilement pu s'en occuper tant qu'il connaissait leurs points faibles. Le protagoniste continue d'en éliminer plusieurs, puis retourne immédiatement à son objectif initial. L'endroit suivant serait le commissariat local, mais l'armurerie avait déjà été pillée à son arrivée. Heureusement, en quittant les lieux, il trouva un corps sur le parking avec un sac à dos rempli d'objets. Le prochain endroit à piller était un magasin de pièces pour moto, où il récupéra un quad tout-terrain et quelques autres objets. Une courte pause à l'intérieur du portail pour gérer les malus causés par la fatigue, puis il se remit aussitôt à piller. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir en réfléchissant à la suite, In-Hak apparaît accompagné de Mi-Chang. Esquivant une attaque électrique, le protagoniste se cache à l'intérieur du portail. In-Hak dit à Mi-Chang de continuer à couvrir à cause des zombies pendant qu'il part seul à la poursuite du héros. Kang pense que le tutoriel n'a pas encore commencé, donc le système de PK ne devrait pas encore fonctionner. Même si c'est le cas, le premier meurtre ne donne qu'un avertissement, donc il n'y aurait pas de réel problème à mettre fin à ce problème maintenant. Pendant ce temps, In-Hak entre dans la boutique à la recherche du protagoniste et se fait surprendre par lui lorsqu'il le saisit par derrière en sortant du portail. Tout en le maintenant au sol, le héros demande pourquoi il est traqué et découvre que tout cela était à cause de Mi-Chang. Agacé, Kang lui donne un coup de pied dans le dos et dit qu'il va lui donner une dernière chance. Il lui dit d'arrêter de s'en prendre aux innocents et de passer à autre chose. In-Hak se moque du héros, disant qu'il est seulement venu là pour piller, donc qu'ils sont tous les deux aussi égoïstes et ne pensent qu'à eux-mêmes, tout en essayant de l'attaquer avec une arbalète. Le protagoniste esquive facilement le carreau et remercie In-Hak, disant que c'était vrai. Il est un égoïste tout comme lui et n'avait simplement pas envie de l'admettre. Après cela, il achève In-Hak et gagne 50 points de système. Alors qu'il reprend ses esprits après avoir tué quelqu'un pour la première fois, Mahjong arrive et voit le corps du blond par terre. Sous le choc, il ne remarque même pas qu'il est entouré de zombies. Le protagoniste se contente de regarder, pensant que, même s'il n'aime pas tout ça, ces types étaient des problèmes. Ils rackettèrent des innocents et ne pensaient qu'à eux-mêmes. Peu importe combien il y réfléchit, ce genre de déchets ne méritait pas de survivre à l'apocalypse. Le système PK a été mis en place 3 mois après le lancement de Survivor Life pour réduire le nombre de trolls. L'intention était bonne, mais la réglementation était désastreuse. Le premier meurtre ne donnait lieu qu'à un avertissement du système et le troisième marquait le joueur comme PK. Lors du deuxième meurtre, si le joueur ne l'avait pas causé directement, le système évaluait le taux de participation, puis il pouvait être pardonné. Être un PK offrait de grandes quantités de points et d'attributs, en plus de permettre de voler les compétences de la victime. Bien sûr, là où il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. En plus du fait qu'un PK était obligé de continuer à tuer des joueurs, si 3 joueurs ou plus se trouvaient au même endroit, une barrière apparaissait et ils étaient forcés de se battre. Cela pouvait sembler avantageux pour le PK au début, mais à des niveaux plus élevés, avec uniquement des joueurs vétérans, c'était un piège pour le PK lui-même. Et comme on pouvait s'y attendre, ce système ne fonctionne toujours pas dans la vie réelle. Même ainsi, le protagoniste n'a pas l'intention d'aller tuer des gens. Sa règle personnelle est de ne répondre à l'injustice que par l'injustice et de vivre paisiblement. Rangeant les objets des 2 cadavres dans le portail, il part terminer sa route de pillage, et après avoir récupéré tout ce qu'il pouvait, il se rend dans un supermarché. Au début de l'apocalypse, les zombies se concentraient immédiatement sur tout endroit où ils pouvaient consommer facilement des nutriments. Pour les débutants, c'était un endroit à éviter autant que possible. Mais pour un vétéran avec des milliers d'heures de jeu, c'était une occasion parfaite de monter rapidement en niveau. En versant de l'essence devant le marché et en faisant signe à Dingo juste après, le protagoniste attend que son compagnon attire tous les zombies à l'extérieur. Jetant un briquet vers l'essence, les deux entrent dans le portail pour se protéger de l'explosion. Le résultat de ce plan est un passage au niveau 11, 116 points, et une nouvelle amélioration du pouvoir du protagoniste appelée emplacement dimensionnel. Sachant que l'effondrement du fer allait bientôt commencer, le protagoniste retourne à l'intérieur du portail pour ranger ses affaires et échanger son équipement contre des objets non métalliques.
Il n'était toujours pas sûr que son portail puisse vraiment bloquer cette catastrophe, alors il l'a repositionné loin de sa base et a décidé d'attendre pour voir. Tout a commencé à s'effondrer instantanément, mais les sphères de fer qu'il transportait à l'intérieur du portail sont restées intactes. Tant qu'il restait là-dedans, cette catastrophe ne pouvait pas l'atteindre. De retour à la base, les Beatles sont revenus, voulant échanger quelques racines contre plus de confiture de patates douces. Le protagoniste allait même se fâcher contre eux, mais ils étaient tellement mignons qu'il a laissé passer. Il explique aux Beatles qu'il n'a pas besoin de plus de nourriture pour l'instant, alors il aimerait échanger les confitures contre d'autres choses. C'est alors que le chef des Beatles propose d'échanger des minerais contre les confitures et le protagoniste accepte. Après avoir signé un contrat via le système, il remet quelques confitures aux Beatles, qui sont ravis et partent collecter les minerais. En vérifiant soigneusement le butin qu'il a obtenu, il a trouvé de bons objets dans le sac de Henhack, dont un couteau en céramique. En voyant la qualité des objets, il est certain qu'il doit aller inspecter la base du gang de la montagne, même s'il décide de ne pas les attaquer. En vérifiant certains disques durs qu'il avait pris dans les appartements qu'il avait pillés, il découvre que Mi-kyung avait déjà été une idole. Il décide de tout supprimer et se dirige vers la boutique qui a été débloquée au niveau 10. L'interface semble identique à celle du jeu, et lorsque des objets sont achetés, ils apparaissent de nulle part. Cela lui fait se demander si un certain bug fonctionne toujours. Quant au nouvel emplacement dimensionnel, il s'agit d'un sous-espace qui peut stocker jusqu'à 5 objets. Grâce à cette amélioration, le protagoniste n'a plus besoin de porter ses armes sur lui ni de sortir constamment des objets du portail. Avec ses affaires organisées, il décide de partir pour commencer le tutoriel. La nuit est si noire qu'il est impossible de voir quoi que ce soit, alors le MC décide de manger un des raisins à vision nocturne. Maintenant qu'il peut voir clairement, il commence à chercher un endroit sûr. Pendant qu'on nous en dit plus sur le tutoriel, l'une des particularités de Survivor's Life est que le joueur est rarement prévenu du début des événements. Le tutoriel fait exception à cette règle puisque le mur de zombies sert d'annonce de départ. La façon de déclencher le mur de zombies est d'être repéré par l'un d'eux et de ramasser un objet spécifique du tutoriel. Et pour faire apparaître un objet dans le tutoriel, il suffit de fixer un endroit vide assez longtemps. Cependant, si l'objet est ramassé avant d'apparaître complètement, il sera dupliqué, et c'est un bug exclusif au tutoriel. Une fois le tutoriel lancé, il existe 2 façons de le terminer. La première consiste à éliminer tous les zombies de la zone, et la seconde est de trouver et vaincre le boss du tutoriel. On voit le protagoniste courir sans s'arrêter. Le tutoriel comporte toujours un point de contrôle dans un bâtiment situé à moins de 3 km du point de départ, et le boss n'apparaît qu'après l'avoir atteint. Le bâtiment est toujours un endroit sans zombies, et à ce moment-là, le protagoniste vient justement de trouver cet endroit. Après avoir repris son souffle, il décide de monter sur le toit pour observer quel type de boss va apparaître. En montant, il tombe sur Mi-kyung en haut des escaliers. En discutant avec elle, on apprend que tous les membres du groupe ont survécu, mais Kyung-hoon a insisté pour que tout le monde reste ensemble. Exactement comme le protagoniste l'avait dit, les zombies ont commencé à être attirés par le groupe de plus de 6 personnes, et en fuyant, ils ont fini par arriver là. Kang lui explique qu'un zombie amélioré va bientôt apparaître ici et qu'après sa défaite, les zombies restants se disperseront. S'ils s'enfuient ou se cachent pendant ce temps, le tutoriel sera terminé. Lorsque le boss apparaît, leurs pouvoirs à tous les deux sont scellés et il lui demande si elle était sérieuse quand elle a dit qu'elle lui faisait confiance. Après qu'elle le confirme, il lui demande de distraire les autres zombies pendant qu'il affronte le boss. En se préparant, il s'est rendu compte que son emplacement dimensionnel fonctionnait toujours. Il en déduit que le niveau du zombie renforcé était encore inférieur au sien, donc ses améliorations de pouvoir n'étaient pas complètement scellées. Profitant de cela, il sort son arc et ses flèches et fait signe à Mi-kyung de commencer à attirer l'attention des zombies. La flèche est tirée, mais elle finit par toucher l'épaule du monstre à cause de la faible visibilité après la disparition de l'effet du raisin. Le protagoniste se prépare et saute vers le boss, le plaquant au sol pour en finir. 10 points ont été gagnés et les pouvoirs ont été libérés. Mais à cause de la différence de niveau, aucune compétence n'a été acquise. En cherchant un objet aux alentours, le protagoniste trouve 2 bracelets qui augmentent pour la perception de 2 points. Lorsque Mi-kyung arrive en disant qu'elle a attiré les zombies ailleurs et s'est téléportée de retour, il pense que ces objets étaient probablement une récompense de fin de tutoriel plutôt qu'un butin de boss. Le système lui notifie qu'il a gagné 17 points supplémentaires et Kang tend l'un des bracelets à Mi-kyung. Voulant retrouver le reste du groupe, il se dirige vers le gymnase et à l'intérieur, il trouve Young-jun qui les attend. Après s'être salués, ils commencent à parler de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. On apprend ainsi que Hyung-jun et Yoo-hyun non seulement n'ont pas reçu d'objet après avoir terminé le tutoriel, mais n'ont pas non plus trouvé le point de contrôle. Même après avoir beaucoup cherché, il n'y avait pas un seul endroit sans zombies. Cela fait penser au protagoniste que le tutoriel s'adaptait au niveau de celui qui le faisait. De plus, on apprend qu'il est désormais possible de gagner des points simplement en échappant aux zombies ou en aidant d'autres personnes à s'échapper, ce qui facilite l'obtention de points pour les non-combattants. Enfin, on apprend aussi que tous ceux qui survivent au tutoriel deviennent éveillés. Alors ils commencent à parler des pouvoirs qu'ils ont obtenus. Young-jun a obtenu un renforcement physique, ce qui augmente sa force et son agilité.
Yu-Yun a obtenu le pouvoir de marionnettiste, ce qui lui permet de voir, d'entendre et de se déplacer à travers des marionnettes lorsqu'il ferme les yeux. Quant à Da Mi-kyung, nous savions déjà qu'elle avait la téléportation. Mais lorsque vient le moment pour le protagoniste de révéler son pouvoir, il ment à nouveau. Il pense que s'il dit la vérité, les autres pourraient lui en vouloir ou être jaloux de lui. Son plan est de révéler son véritable pouvoir uniquement à ses amis aînés, en qui il a une confiance absolue et qui seraient capables de le suivre à son niveau. Faisant preuve d'une totale ingratitude envers les personnes qui essaient de le soutenir en permanence et qui lui ont déjà montré leur confiance, il ment en disant que son pouvoir est de prédire les attaques. Cela impressionne Yoo-eun, qui demande si cela ne fait pas de lui, en gros, quelqu'un d'intouchable. Mais le protagoniste principal le nie, disant qu'il ne peut prédire que la trajectoire d'attaque du monstre, un peu comme une image rémanente. Changeant rapidement de sujet, il demande quel sera le prochain mouvement du groupe. Hyung-jun répond qu'il doit encore en discuter avec le reste du groupe, mais qu'il a l'intention de se concentrer sur la survie tout en montant de niveau. D'après les informations que le protagoniste lui a données, il sait qu'il est important de débloquer la boutique du système et la salle des ventes. Après avoir atteint cet objectif, il compte écraser ces salauds du gang de la montagne. À ce moment-là, Yoo-eun demande à Kang quel est son niveau. Étant donné qu'il a vaincu le boss du tutoriel en solo, il devrait aussi pouvoir chasser facilement les zombies normaux, ce qui a éveillé sa curiosité. Mais avant même qu'il puisse continuer à parler, Hyung-jun le met dans une clé d'étranglement. Lui et Mi-kyung semblent essayer de détourner la conversation de lui. Après que Yoo-eun ait été mis KO, le protagoniste décide de partir. Mais d'abord, il reçoit de Hyung-jun un sac contenant quelques provisions et une paire de jumelles en plastique. Il dit que c'est un remerciement à Kang pour toutes les fois où il les a aidés et lui demande aussi s'il a déjà expliqué pourquoi il s'est séparé de sa femme. Kang répond qu'il ne l'a jamais dit parce qu'il trouvait la raison embarrassante, alors il décide de leur raconter. Il s'est séparé parce qu'il avait peur de perdre du muscle à cause de la cuisine de sa femme. À l'époque, il était obsédé par l'idée de ne pas perdre de muscle, et cela lui a causé divers problèmes. Quoi qu'il en soit, ce qu'il veut vraiment dire, c'est que tout le monde a des choses qu'il ne se sent pas à l'aise de raconter aux autres. Mais chaque fois qu'il voulait dire quelque chose, il pouvait compter sur eux, tout comme il vient de le faire avec l'histoire de sa rupture. En entendant cela, le protagoniste comprend que les deux savaient qu'ils cachaient quelque chose et qu'ils ne l'ont pourtant pas poussé à parler. Il décide alors de saisir le bras de Hyung-jun et de lui dire qu'un jour, la différence de niveau entre eux ne sera plus aussi grande, qu'ils deviendront plus forts à mesure qu'ils gagneront de l'expérience. Alors d'ici là, ils devraient survivre, jusqu'au jour où ils pourront tous marcher côte à côte. Après cela, le protagoniste dit au revoir et quitte les lieux. Quelque temps plus tard, on le voit à l'intérieur du portail, en train de déblayer la neige. Il aimerait continuer à creuser sa tranchée, mais avec ce temps, il valait mieux ne pas le faire. En pensant à tout ce qu'il avait à faire, il décide d'y aller étape par étape. Profitant du fait que les zombies sont diurnes, il décide de sortir cette nuit-là pour aller chercher des feux d'artifice. Alors qu'il s'apprête à partir, il aperçoit le gang de la montagne en train de préparer un mauvais coup près de chez lui. Après que Kim Chul a découvert que les personnes non éveillées devenaient éveillées si elles survivaient au tutoriel, il a décidé d'éliminer le protagoniste aussi vite que possible. Le protagoniste apparaît derrière eux, disant qu'il ne s'attendait pas à recevoir de la visite. Kim Chul est surpris et demande ce qu'il faisait dehors à cette heure-là. Kang répond qu'il sortait chercher des feux d'artifice. Déjà irrité, Kim Chul demande pourquoi à cette heure-ci, et le protagoniste répond que c'était pour éviter les zombies. Il ajoute que tant qu'il évitait les squelettes et les gardiens, il pouvait se déplacer aussi facilement qu'il le voulait. Kim Chul se moque de lui, disant que ces monstres n'apparaissent qu'à partir du niveau 7 et qu'il n'était qu'au niveau 5. Mais le protagoniste le tourne en dérision à son tour, disant que même s'il avait fait ses devoirs, il aurait dû envisager que les informations de Oh-inak pouvaient être fausses. Le délinquant a l'air confus, et le protagoniste lui dit qu'il n'a pas besoin de comprendre, mais que grâce à lui, ses plans ont changé. Il va reporter la collecte des feux d'artifice afin d'attaquer leur base. Alors qu'un combat allait commencer, tout le monde entend un bruit venant de derrière, et en se retournant, il voit que c'est un gardien. Le protagoniste se met à courir, et la bande se lance à sa poursuite. Lorsque celui qui a des pouvoirs de vitesse s'approche, il se cogne violemment contre le portail invisible et s'effondre au sol. Le gardien neutralise le premier, puis un squelette apparaît aussitôt pour éliminer le second. Avec l'explosion, Kim Chul tombe au sol. Il essaie même d'attaquer le gardien, mais c'est inutile, et ainsi, les trois sont éliminés. Depuis l'intérieur du portail, le protagoniste commence à tirer sur le gardien. À cause de la résistance semblable à du fer, les plombs font beaucoup moins de dégâts, mais la créature finit tout de même par tomber. Avec le monstre vaincu, il atteint le niveau 12, gagne 20 points, et sa compétence de perception territoriale se renforce après l'avoir obtenue à nouveau. Prenant le sac de Kim Chul, il se dirige vers la base du gang de la montagne. La plupart des objets là-bas n'étaient que de l'alcool et des cigarettes. Rien de très utile, mais ils se vendraient probablement bien à la salle des ventes à l'avenir. À Gwangali, il a obtenu les feux d'artifice qu'il voulait et a aussi réussi à s'occuper de quelques zombies endormis. En conséquence, on voit que le protagoniste a atteint le niveau 14 et a déjà accumulé 324 points. Après avoir organisé tous les nouveaux objets, il prévoit de rendre visite à Suyeon, mais une tempête l'en empêche.
Pendant 2 jours, des typhons ont commencé à traverser la ville, il a donc été obligé de se concentrer sur l'autre monde. Le protagoniste a finalement terminé de creuser la tranchée autour de la clôture et la neige a fondu alors que le temps commençait à se réchauffer à nouveau. Malgré cela, le temps sur Terre restait épouvantable. Toujours obligé de rester dans l'autre monde, Kang décide de chasser l'ours hibou. Il se prépare en visant soigneusement la tête du monstre et réussit un tir direct, mais ce n'est pas suffisant pour l'abattre. Après avoir tiré 2 autres coups, l'un dans l'épaule et l'autre dans la jambe, il s'arrête devant la créature. Lorsque l'ours hibou fonce sur lui, il déclenche l'un des feux d'artifice. L'éclair aveugle le monstre et le plus grand abuseur d'étourdissement s'apprête à faire une nouvelle victime. Sautant sur la créature et sortant un marteau-piqueur, il termine le combat. En récompense, il gagne 25 points, la compétence de déplacement silencieux et atteint le niveau 15, obtenant 5 emplacements dimensionnels supplémentaires. La compétence de déplacement silencieux réduit tous les sons produits par l'utilisateur. En plus de toutes les récompenses, le protagoniste sait que les griffes d'ours hibou peuvent servir d'arme, alors il sort une tronçonneuse pour récolter des matériaux sur le monstre. Plus tard, on le voit manger du poisson frit avec Dingo. Il fait remarquer que son compagnon commence déjà à grandir et que, lorsque ce sera le cas, ils pourront se battre ensemble ou même le laisser chasser seul. Maintenant rassasié, le protagoniste décide de consulter la maison de vente aux enchères, débloquée au niveau 15. À la surprise du protagoniste, quelqu'un avait déjà mis un objet en vente aux enchères, et en voyant les commentaires laissés par cette personne, il pense savoir de qui il s'agit. Lorsqu'il envoie un message, la confirmation apparaît. C'était Cole Hogong-ju. Le protagoniste se présente comme Kim Bab-joa, puis Cole Hogong-ju dit qu'il savait qu'il se reverrait, qu'il avait attendu ce moment tout ce temps. Il demande aussi si le protagoniste est avec le président, pensant que les tracts largués par avion étaient son œuvre. Kang dit qu'il a transmis quelques informations au gouvernement, mais que c'était plutôt quelques avertissements qu'autre chose. Il semblait que quelqu'un ayant des connaissances sur le jeu était derrière le gouvernement, mais ce n'était pas lui. Il n'était pas intéressé à révéler sa puissance. Cole Hogong-ju est d'accord, disant qu'à moins qu'il ne s'agisse de puissance de combat, révéler sa propre force revient pratiquement à signer son arrêt de mort. Juste après avoir dit cela, il ajoute qu'il pense que c'est acceptable de révéler son propre pouvoir, puisque de toute façon, ils finiront par voyager ensemble. Le pouvoir de Ko Hogong-ju est la résurrection, et tant qu'il a assez de points, il peut utiliser ce pouvoir à l'infini. Son niveau actuel est 17, et son pouvoir lui a également accordé, en bonus, diverses résistances spéciales, comme la résistance physique et élémentaire. Quand il demande quel est le pouvoir du protagoniste, ce dernier répond qu'il ne peut toujours pas le révéler. Kang explique qu'en réalité, il a du mal à faire confiance aux gens, au point qu'il n'a même pas parlé de ses pouvoirs à des personnes proches de lui dans la vraie vie. Il précise que ce n'est pas qu'il ne fait pas confiance à Ko Hogong-ju, mais qu'il pense qu'il serait préférable de le rencontrer en personne pour en discuter. Ko Hogong-ju répond qu'il comprend le protagoniste et lui demande de vérifier à nouveau la salle des ventes. Lorsque le protagoniste s'exécute, il aperçoit une bague magique qui augmente les PV et la force de 2 points. Il parvient à l'acheter pour seulement 10 points en signe de sincérité. Se rappelant comment ils s'étaient rencontrés au début du jeu, tout ce qu'ils avaient traversé et à quel point ils étaient proches, le protagoniste met aux enchères les griffes d'hibou ours et du poisson grillé. Ko Hogong-ju aimait le poisson grillé et les griffes d'animaux, c'était donc un signe de confiance. Il demande si des monstres avaient déjà commencé à apparaître dans la région du protagoniste, ce à quoi il répond non, que c'était lié à son pouvoir. Finalement, Kang dit que cela ne le dérangerait pas si son ami venait à Busan pour le rencontrer, mais qu'il devrait porter des vêtements s'il comptait le faire. Après que les deux ont fini de parler, on voit Ko Hogong-ju terminer le poisson que le protagoniste lui a livré. À ce moment précis, la tempête s'est enfin dissipée et le soleil a de nouveau brillé. Il ne sait pas si c'était une coïncidence, un signe divin, ou même si l'ami qui était resté dans la vie de survie jusqu'à la toute fin était finalement devenu un dieu. La seule chose qu'il savait, c'est qu'il devait aller le rencontrer. On le voit alors sauter par la fenêtre directement sur un zombie. Il attrape le zombie qu'il vient d'écraser et l'utilise pour fracasser tous les autres autour. Après avoir fait le tour du quartier en semant ce chaos absurde, il se rend compte qu'il est revenu devant sa propre planque. C'est ainsi qu'on découvre que le plus gros problème de Ko Hogong-ju, c'est qu'il a un sens de l'orientation absolument catastrophique. 3 jours se sont écoulés depuis la disparition des typhons. Pendant ce temps, le groupe de l'académie a commencé à s'adapter progressivement à l'apocalypse. Yu Hyun, qui était au niveau 1, a atteint le niveau 5, et son pouvoir fonctionne désormais à une distance bien plus grande. Ils ont aussi déménagé dans un endroit plus proche de la maison du protagoniste, et Kyuhoon a commencé à sortir avec Kimbora. Hyung-jun a également réussi à atteindre le niveau 10, débloquant ainsi la boutique du système. À chaque fois qu'une nouvelle de ce genre arrivait, le MC répondait en envoyant des emplacements où il pouvait aller pour continuer à monter de niveau en toute sécurité. Il restait aussi en contact avec notre frimeur Zoro, mais les réponses étaient très lentes. Seuls les zombies savaient pourquoi.
Il est expliqué qu'à partir du niveau 15, chaque niveau nécessite le double d'expérience par rapport au niveau précédent. Donc à partir de là, il serait extrêmement difficile de continuer à progresser. En regardant sa fenêtre de statut, le protagoniste pense qu'il ne serait pas impossible d'atteindre le niveau 16 s'il s'y consacrait entièrement. Mais il a encore beaucoup d'autres choses à faire. Mettant cela de côté pour l'instant, il entre dans le portail. En discutant avec les scarabées, il découvre que c'est eux qui ont fabriqué son couteau en mithril. Ne croyant pas en leur capacité, il leur tend une pièce, qui est rapidement transformée en un petit couteau. En voyant la qualité de cette petite lame, il demande pourquoi le couteau en mithril était si mal fait, ce qui bouleverse les petits. Ne comprenant pas pourquoi ils sont soudainement devenus si tristes, il leur demande de dessiner ce qui s'est passé. Ainsi, on découvre que les gobelins n'arrêtent pas d'attaquer les scarabées et de leur mettre des bâtons dans les roues. Le protagoniste leur demande d'indiquer l'emplacement du camp des gobelins et dit qu'il les éliminera tous bientôt, à condition qu'ils continuent à lui apporter des objets. De plus, il leur demande de fabriquer quelque chose pour lui sur le champ, leur assurant que la récompense en vaudra la peine. La demande est acceptée et nous voyons bientôt le protagoniste, quelque temps plus tard, chasser des zombies avec Dingo. Les zombies sont déjà plus forts qu'ils ne l'étaient au début de tout cela. Mais malgré tout, il a continué à dégager le chemin jusqu'à la maison de Soo-yeon, jusqu'à ce que l'indicateur de durabilité apparaisse sur son bâton. En arrivant là-bas, il pense que même si Soo-yeon n'est pas devenu un zombie, cet endroit l'inquiète. Cet endroit se trouvait près de l'un des bunkers de My Dream et de l'un des abris temporaires du gouvernement. En d'autres termes, c'était l'endroit idéal pour des affrontements constants entre survivants cherchant à s'en emparer. Après avoir grimpé le long des câbles de l'ascenseur, le protagoniste arrive à l'adresse qu'il a reçue et frappe à la porte. On entend quelqu'un se plaindre, disant qu'elle avait prévenu qu'elle serait au point de rendez-vous à l'heure et qu'il n'aurait pas dû venir ici alors qu'un PK rôdait dans la zone. Et lorsque le judas de la porte s'ouvre, on découvre que celle qui disait tout cela était Soo-yeon, qui pensait que ce serait quelqu'un d'autre à la porte. Elle se demande pourquoi il est venu ici, et il répond qu'il lui devait encore quelque chose pour le médicament qu'elle lui avait donné. Plus important encore, il lui demande des informations sur le PK qu'elle a mentionné, et sur ce, notre grande amie l'invite à entrer pour qu'ils puissent discuter plus tranquillement. Elle explique que 3 groupes ont commencé à vivre autour de l'abri temporaire du gouvernement. Le groupe C, composé d'au moins 10 personnes, a proposé aux 2 autres groupes d'envahir l'abri temporaire et de se partager les provisions qui s'y trouvaient. Lorsque les 2 groupes ont refusé, un PK est apparu et a éliminé uniquement des membres des 2 groupes qui avaient rejeté la proposition du groupe C. Le protagoniste pense qu'en jugeant par la taille du groupe et la description de Soo-yeon, le chef du groupe C est My Dream, et le PK est l'un de ses subordonnés. Si cette hypothèse est correcte, le fait qu'il ait essayé de persuader les autres groupes indique qu'il doit y avoir une condition ou une restriction à l'utilisation de son pouvoir de contrôle mental. Le protagoniste ne comprend tout simplement pas pourquoi ils essaient d'envahir l'abri temporaire à ce moment-là, puisqu'il sera ouvert à tout le monde dans le futur. Après avoir confirmé que le seul médecin apparu jusqu'à présent possède des pouvoirs de guérison, il lui demande comment se passe la montée de niveau. Elle répond que, même si elle gagne quelques points en aidant les autres, monter de niveau a été tout simplement impossible. Cela renforce l'hypothèse du protagoniste. Les éveillés qui n'ont pas de pouvoirs utiles au combat ont beaucoup de mal à monter de niveau. Avec cela en tête, My Dream s'intéresse probablement à l'abri temporaire pour obtenir des matériaux qui l'aideraient à résoudre ce problème. Quelque chose qui inflige des dégâts de zone serait idéal pour monter de niveau rapidement, et en ajoutant ce besoin à la difficulté de gérer un grand groupe, son intérêt commence à avoir du sens. Après être arrivé à cette conclusion, le protagoniste se souvient que Soo-yeon avait un endroit où aller avant son arrivée. Il lui demande si elle allait farmer, mais elle le nie. Soo-yeon pense que quelqu'un va recevoir une déclaration d'amour. Elle admet que tous les membres de son groupe sont des idiots. Même s'ils ne sont pas de mauvaises personnes, ils semblent tous ne penser qu'à des actes charnels. Juste après, elle demande ce que Kang compte faire à ce moment-là. Il répond qu'il va jeter un œil à l'abri temporaire. Soo-yeon s'inquiète immédiatement, mais il la rassure en disant qu'il va seulement observer, en évitant d'attirer l'attention du groupe C. Il termine en lui remettant une pierre lumineuse et en disant que, si tout se passe bien, il paiera les médicaments avec des intérêts. Pendant ce temps, on voit My Dream et on confirme que le PK est son œuvre. L'un des subordonnés rapporte que le groupe B a déjà commencé à déplacer ses provisions après les dernières éliminations. Le groupe A ne semble toujours pas avoir fait de mouvement significatif, alors il compte éliminer encore plus de membres de ce groupe. Comme les membres de l'équipe A se déplacent séparément, ils ne sont pas tous suivis, mais un membre a été repéré dans une zone proche. Et ce membre, c'est Soo-yeon, qui vient de devenir la nouvelle cible du PK. Juste après, on voit aussi que My Dream est extrêmement inquiet pour le MC. Il est montré que, même si ses subordonnés font le sale boulot, ils n'en retirent absolument rien. Rien qu'en ayant du poison paralysant avant même le début de l'apocalypse, il se rend déjà compte à quel point le protagoniste est dangereux. De plus, ne pas avoir accès à la salle des ventes pourrait pousser les autres chefs de groupe à le mépriser. À ce moment-là, on voit certains subordonnés amener des zombies capturés et lui, utiliser un cocktail Molotov pour les achever. À ce moment-là, My Dream a atteint le niveau 9 et a utilisé son pouvoir pour donner de nouveaux ordres à ses subordonnés.
Il devait trouver comment ouvrir l'abri temporaire, continuer à amener des zombies pour qu'il les élimine et découvrir où se trouvait le protagoniste. Il ne savait pas que Kang était juste là, en train d'écouter toute la conversation depuis l'intérieur du portail. Pendant ce temps, Soo-yeon recevait effectivement une déclaration d'amour. Elle réprimande le rêveur, lui disant qu'il ne devrait pas faire ça alors qu'un PK rôde dans les parages. Il se justifie en disant qu'il a utilisé son pouvoir pour confirmer que le PK n'était pas dans la zone. Mais alors que Soo-yeon s'apprêtait à partir, il sent son cœur commencer à battre étrangement. C'est le signe qu'un PK se trouve près d'eux. Utilisant son pouvoir pour essayer de le localiser, le garçon épris déclare que le PK était déjà juste devant eux, et comme il y a au moins 3 personnes au même endroit, la barrière se lève, piégeant tout le monde à l'intérieur. Soo-yeon dit aux figurants de se préparer pendant que le PK se dirige vers eux. La première attaque arrive. Elle esquive et braque une lampe torche directement dans son œil. Il est étourdi. Mais au lieu d'en profiter, elle est juste contente que ça ait marché et prend aussitôt un coup dans le ventre. Elle a vraiment besoin d'apprendre du protagoniste. Tout amochée, elle demande de l'aide au garçon épris, mais il s'est déjà enfui pour essayer de se sauver. Alors qu'elle pense avoir bien fait de larguer ce loser et que tout est enfin terminé, le vrai héros arrive pour s'occuper de la situation. Il arrive déjà en train de parer l'attaque qui vient et rend l'appareil avec un coup dans le ventre, comme celui que notre petite soigneuse avait reçu. Comme un parfait gentleman, il lui tend la main pour l'aider à se relever tout en disant que son heure n'était pas encore venue. Quelque temps plus tard, on voit Soo-joon en train de se soigner et d'écouter les informations que le MC a découvertes en espionnant My Dream. On voit aussi que le petit fanatique a déjà passé l'arme à gauche. Pendant ce temps, le MC explique que grâce à tous les avantages physiques dont disposent les PK, il serait impossible de le battre à ce moment-là. De plus, lorsqu'une personne est achevée et que la barrière disparaît, un mur de zombies qui l'entoure complètement bloque toute possibilité de fuite. Cependant, il existe un bug pour échapper à cette situation. Kang explique que lorsque ce battement de cœur bruyant se reproduira et que les yeux du PK brilleront, la barrière rétrécira. À ce moment-là, une ouverture apparaîtra et Soo-joon devra saisir l'occasion de s'échapper par la passerelle qui relie le bâtiment où ils se trouvent à un autre. Cette opportunité ne se présentera qu'une seule fois, alors il donnera un signal au bon moment. Elle s'inquiète pour lui, mais il dit qu'on ne peut rien y faire. Les PK obtiennent des pouvoirs aléatoires, donc pour éviter les variables, quelqu'un doit rester en arrière et le retenir. Après avoir mis Soo-joon en position, le protagoniste attend le PK qui arrive en défonçant le mur. Le MC esquive la première attaque et contre-attaque avec un coup de bouclier qui touche parfaitement, mais n'a aucun effet. Probablement à cause de l'effet de lavage de cerveau de My Dream, les schémas de mouvement du PK sont simples. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure que le combat avance, il devient de plus en plus fort. Kang ne peut pas non plus le tuer ici car il fait partie de son plan pour éliminer My Dream. Après un certain temps de combat équilibré, avec le protagoniste qui esquive et le PK qui encaisse les coups, la deuxième phase commence, et il devient beaucoup plus rapide. Commençant à être sous pression, le MC sort une pierre lumineuse et la fait exploser dans les yeux du PK. Profitant de l'étourdissement, il commence à courir pour gagner du temps. Soo-yeon crie, avertissant que la barrière rétrécit, mais il dit que ce n'est toujours pas le bon moment. À ce moment-là, il est attrapé par le PK, qui recommence à le mettre sous pression. Il continue d'encaisser les attaques avec le bouclier jusqu'à ce que le cœur refasse du bruit. La transition vers la troisième phase commence, et c'est le moment de faire signe à Soo-yeon. Elle commence à courir sur le pont alors que la barrière rétrécit et parvient à s'échapper. Alors que Kang essaie de faire la même chose, le PK brise le sol pour l'atteindre. Au moment où il est sur le point de subir une attaque, on voit qu'il était déjà à l'intérieur du portail, un pistolet à la main. Il tire, puis on le voit sortir en courant du portail, se frayant un chemin à travers le mur de zombies. Attrapant Soo-yeon par le bras, il se met à courir, disant que le PK est toujours en vie et qu'ils doivent sortir de là rapidement. Au moment où la barrière disparaît complètement, tous les zombies vont commencer à les poursuivre. Elle lui demande de rentrer à la maison, mais il refuse, disant qu'ils vont aller à l'abri temporaire. Lorsque la barrière disparaît, tous les effets négatifs du PK disparaissent aussi, et cela devrait inclure le contrôle mental de My Dream. Amener le PK à l'abri temporaire sera le parfait hibou-garou pour obtenir des likes sur cette vidéo.